je vous convie à un grand voyage gastronomique à travers nos lacs et nos rivières, nos plaines et nos montagnes, nos champs et nos forêts. C'est un rendez-vous avec notre terroir. Suivez-moi, on part à la découverte de la zone boréale. Avec ses 100 km² et ses 150 km de forêt qui la séparent de l'agglomération de Québec, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est immense et relativement éloignée et isolée. C'est d'ailleurs, à mon avis, cet éloignement qui est à l'origine du sentiment d'unicité et du caractère collaborateur et accueillant de notre population. Dans les premiers épisodes de cette saison 2, j'ai eu envie d'aller comprendre comment tout avait commencé et en apprendre davantage sur le travail des gens qui ont, tous à leur façon, dessiner les paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les paysages qui nous entourent ne sont pas nés par hasard. Chaque rang, chaque route est une trace du passé ou de l'évolution de notre société. Situé en bordure du lac à la Croix, le Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité raconte l'histoire des gens qui ont façonné la région. J'y ai rencontré M. Alain Gagnon, président et passionné d'histoire. Ça, c'était pour faire renchausser des sillons, parce qu'il y a 2 disques à l'arrière. Tu passais ça, c'était tout le temps tiré par des chevaux. Puis ça ramassait à terre, puis ça l'élevait en sillon pour renchausser les plants. Est-ce que je me trompe si je dis que l'agriculture est arrivée en même temps que les colons au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, ça a été le but. L'agriculture ici, au Lac-Saint-Jean, le Saguenay avait débuté. L'agriculture au Saguenay s'est implantée, ça a été l'arrivée des 21. En fait, c'était Price qui venait exploiter le bois. Ouais. Mais les gens suivaient, parce que où tu coupais, bien, il y avait des terres qui se libéraient, qui apparaissaient. Et ça avait fait le fameux combat au Saguenay, là, au tout début, parce que Price ne voulait pas de colons sur ses terres, parce que c'était tout à lui. Il coupait les arbres, mais ce qui restait, c'était à lui aussi. Okay. Et finalement, bien là, les gouvernements s'en sont quand même mêlés et ils ont dit, si les arbres ont été coupés, les colons vont s'établir. C'est comme ça que ça a débuté au Saguenay. Ils ont ouvert des régions de colonisation. Et à ce moment-là, cette décision-là, ils ont ouvert le Lac-Saint-Jean et en même temps l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, par extension, les gens n'avaient pas de terre pour s'établir à Charlevoix. Bien, ont suivi l'exploitation forestière et ils ont apparu au Saguenay, dans le Bas-Saguenay, ils ont remonté. En fait, ils suivaient des coupes. C'est le curé Hébert qui était à Saint-Siméon et qui dans le coin de Kamouraska, mais en fait, il était vicaire. OK. Et pour une raison ou pour une autre, probablement l'évêque du diocèse, on lui a donné la responsabilité de recruter des colons pour implanter la colonisation au Lac-Saint-Jean. Les premiers, bien, c'était les Hudons, ils ont ramassé ça. Ça venait tout de Kamouraska, dans ce coin-là, Rivière-Ouelle, Saint-André. Ça venait tout de là. Le pourquoi que les villages sont à peu près tous à la même distance. Regardez la morphologie du terrain. Si c'est un terrain plat, vous aviez à peu près les mêmes distances. Héberville-Station, ça, c'est un accident de parcours, c'est le chemin de fer. C'est pour ça que ça porte le nom de station. Ouais. C'est outsider. Héberville-Station, c'est le territoire d'Héberville. Le chemin de fer est arrivé, ils ont construit une station, puis là, il s'est mis à se construire des commerces autour de la station. C'est devenu, finalement, ils ont eu le lait de patente de devenir une municipalité. Ça, c'est un accident de parcours. Sur les distances, bien, partez de Saint-Bruno, allez à Héberville. D'Héberville, avant, Lac-à-la-Croix a été fondé en 1908 par le gouvernement, bien d'après. Vous partiez d'Héberville, vous alliez à Métabetchouan.
Donc, sur terrain plat, il comptait ce qu'un cheval pouvait tirer, quand la bête de somme pouvait tirer dans une journée. Parce que ça prenait des repos, ça prenait des haltes, ça prenait... Donc, si c'est terrain plat, c'est ce qui délimitait la distance entre les villages. Et là, lorsque vous aviez un terrain accidenté, bien là, le cheval ne pouvait pas tirer à même. Donc, les hameaux se faisaient un peu plus rapprochés. Avant que tout ça débute, bien, il y a un monsieur qui s'est promené, un arpenteur. Il a arpenté avec ses 2 adjoints la région complète. Ils ont implanté les cantons, qui est le système anglais. Avant, ce régime français, c'était des seigneuries. Ouais. Fait que vous travailliez pour le seigneur, bien, vous aviez 5 poches d'avoine, il y en a 3 qui allaient au seigneur, vous en restait 2. Vous aviez le droit de cultiver sur sa seigneurie, mais 60 de votre récolte allait au seigneur. Les Anglais n'étaient pas de même, il faut se le dire. Le système anglais, c'était de donner un château, leur expression, un castel, à tout citoyen. Donc, il lotissait. On a créé des cantons. Lui, il a tout fait dans la région. Là. Il est rentré au lac, puis il est sorti jusqu'à Normandin, là, la plaine de Normandin. Quand il a eu fini, bien, le gouvernement lui a donné une terre au bout de la pointe de Chambord. C'est-tu la plus belle? Probablement. En tout cas, il a choisi celle-là. Oui. Ce que les gens ne retiennent pas, Ouais. bien, on l'oublie, on ne s'attarde pas. Vous êtes parti dans le Mans. Oui. Vous avez roulé longtemps à perte de vue dans la plaine. Toutes les lots de terre, c'était tout boisé, ça. Et le colon arrachait ça, soit avec... S'il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait un bœuf. Il allait à la messe avec le bœuf, il arrachait les souches avec le bœuf. Ceux qui étaient plus fortunés avaient des chevaux. Mais ça a tout été dessouché, tronc par tronc. De la soie, il y en a eu vers ici. Au départ, je croyais que les cantons ne représentaient que des divisions administratives. Ce que je comprends maintenant, c'est qu'à l'origine, un canton était une portion de territoire d'environ 10 000 par 10 000, divisée en rangs et en lots. La division du territoire en cantons visait la concession simplifiée des terres publiques à des particuliers sans qu'il soit question de redevance. Fait qu'on a lotissé les lots, les rangs, tout en demi-lot de large. Et le gouvernement, comme vous dites, bien, attribuait un demi-lot, lui. Donc, le curé Bert, avec le ministère de la colonisation, montait des listes, puis il attribuait les parcelles de terre. Puis dans ce temps-là, quand les gens s'installaient, c'était de l'agriculture de subsistance. On cultivait pour notre famille. Exactement. Pour se nourrir. Tu cultivais pour vivre, vivre, premièrement. Les excédents, bien, ça donnait un peu de liquidité. Lorsque le colon arrivait ici dans la région, il n'y avait rien, là. Il y avait une petite charrette, il y avait son bagage à main. Il se construisait un camp d'établissement. Vous auriez resté là pendant 2 ans, vous. Les premiers enfants venaient au monde là-dedans. Ah ouais. Ce n'était qu'un camp pour se mettre à l'abri pendant qu'on défrichait un espace. Parce que là, ce qui pressait, c'était de construire un poulailler. C'était pas la maison, c'était le poulailler. La grange pour le bétail, parce que les autres, l'hiver, s'en venaient. Et après, bien, ils construisaient la maison de colon. C'était le confort rudimentaire, mais... Très rudimentaire, parce que là, ils passaient l'hiver là-dedans. Là. L'hiver là-dedans, madame. C'était tout simplement du bois pièce sur pièce, écoré à la hache. Il n'y avait pas de scierie, il arrivait avec des haches. Comment tu fais faire des pièces? Il n'y a pas de scierie, il n'y a rien. Fait que tu prends des haches, tu mets la bille par terre, tu prends la hache, puis tu l'écories à la hache. Fait que, tu pouvais l'écorir 2,5 par jour. C'était des gens qui avaient... Du cœur au ventre. Du cœur au ventre, puis ils n'avaient pas peur de la misère. Parce que Ouais. ça, c'est la misère, ça faisait partie de pain quotidien. Parce que ça prenait un moral de chien, comme on dit, pour passer au travers de ça. Mais c'est comme ça que ça s'est établi. Et en l'espace de 60 ans, de 1854 au Lac-Saint-Jean, après 60 ans, tous les villages autour existaient.
En 60 ans seulement? Ça a été le tour de force, c'est pas croyable. De familles nombreuses en familles nombreuses, au fil des générations, les bonnes terres étaient devenues rares au Québec. Si rares qu'il fallut chercher ailleurs un nouvel endroit où déverser ce surplus démographique. Il était temps qu'on ouvre la région, parce qu'une partie importante partait chez nos voisins du Sud, les États-Unis. Ces hommes et ces femmes qui ont dessouché la région, ils ont façonné de leurs mains notre territoire agricole. Ils ont fondé le Saguenay-Lac-Saint-Jean à la sueur de leur front. L'éventail des productions agricoles que l'on retrouve aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean est des plus diversifiés. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Plusieurs producteurs agricoles que j'ai rencontrés dans les dernières années m'ont parlé de l'aide que l'agronome leur avait apportée, comment il avait influencé leurs décisions d'affaires. J'ai eu donc envie d'aller en apprendre un peu plus sur ce métier et voir si, eux aussi, avaient pu jouer un rôle dans l'histoire agricole de la région. J'ai donc donné rendez-vous à Denis Larouche, directeur général du groupe Multiconseil agricole. Mais oui, ça me fait plaisir d'entendre que les producteurs parlent des agronomes. Parce que c'est pas nécessairement, on ne veut pas nécessairement la place publique, tu sais. Ben non, on ne nous sait pas qu'est-ce que vous êtes, Ben, on ne sait c'est pas ça, qu'est-ce hein? que vous faites. C'est ça, on ne prend pas nécessairement de position à tous les jours devant les journaux, ou c'est pas nous qui représentons les producteurs sur la sellette, on va dire. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est un agronome? Qu'est-ce que c'est un agronome? Bien, il ne faut pas oublier qu'on est d'abord des bacheliers de l'université. Moi, principalement, les principaux viennent de l'Université Laval, donc c'est quand même 4 années de bac. C'est beaucoup? Oui. Puis il y a plusieurs spécialités, là. On a l'animal, le végétal, il y a la gestion, puis il y a le génie rural aussi. Donc, il y a différentes spécialités. Mais après ça, c'est pas tout, là. Tu as un examen à aller passer pour faire partie de la famille de l'Ordre des agronomes du Québec. Parce que vous avez une ordre professionnelle. Exactement. Donc, on a un ordre professionnel, comme les médecins, les pharmaciens. Puis, c'est une fierté d'être membre de l'Ordre. Mais tu sais, l'Ordre n'est pas là pour m'aider, elle est là pour défendre le client. Elle est là pour s'assurer que ma job, exactement, que ma job, je la fais comme il faut, puis que je dis pas n'importe quoi. Mais être un agronome, c'est quoi, dans le fond? Il faut avoir une certaine passion à aider. Moi, je pense que fondamentalement, là, moi, je suis un vulgarisateur. Ce que j'aime, c'est peut-être prendre quelque chose qui est un peu plus compliqué puis de l'expliquer clairement. Donc, de vulgariser la nouvelle technologie, de valoriser les nouvelles productions, de rassurer les producteurs. Ah oui. C'est-à-dire, regarde, je l'ai déjà vu ailleurs sur une autre ferme, ça serait peut-être intéressant pour toi. Dans le fond, c'est de diagnostiquer, interpréter, accompagner puis évaluer. Je pense que c'est ça notre rôle, c'est d'être à côté du producteur parce qu'on n'est pas dans le champ en train de produire des légumes ou produire des céréales ou tirer des vaches. On est avec eux autres. On est une forme d'accompagnant, de première ligne, on pourrait dire, avec eux autres. Puis vous êtes des spécialistes en quoi? Comment tu le résumerais? Moi, je suis chanceux. Chez nous, j'en ai plein de spécialistes. Mais moi, personnellement, je suis un spécialiste en économie agricole, puis en relations humaines. Dans le fond, ce que je veux, moi, c'est mon pari à moi. Mon père, quand il m'a dit, parce que je suis fils de producteur, quand il m'a dit « il n'y a pas de place pour toi sur la ferme », mais on a besoin du monde pour venir nous aider. Des gens qui n'ont rien à vendre, puis qui viennent avec leur talent nous aider à prendre des bonnes décisions sur nos fermes. Moi, c'est ça que je fais. Dans le fond, j'ai un certain talent. Je le mets au service des producteurs en disant « garde, c'est ce que moi, je te recommande. Maintenant, c'est à toi de décider si tu suis mon conseil ou pas. » Parce que ça, c'est important. Il faut que le producteur il conserve son indépendance dans sa prise de décision. Mais il y a aussi des spécialistes en végétal, en agro-environnement, en animal, en génie rural. Chacun, notre objectif, c'est de donner un conseil. C'est pour que le producteur il améliore ses rendements, qu'il améliore sa rentabilité économique, puis quand il va prendre sa décision, qu'il va avoir fait le tour de la question. Donc, dans le fond, on est là pour rassurer. On est là pour informer. L'agronomie, c'est donc une discipline scientifique universitaire qui porte sur l'ensemble des aspects de l'agriculture et de la production alimentaire de la terre à la table.
Cette discipline fait appel aux sciences pures et appliquées, mathématiques, physique, chimie, biologie. Les sciences agronomiques couvrent le système de production agricole, incluant l'aménagement des sols, l'agro-environnement, les productions végétales et animales, la gestion et le financement agricole, ainsi que la transformation alimentaire. Elles cherchent notamment à relever les défis portant sur la gestion de l'agriculture, des territoires et des ressources dans une perspective de développement durable. Exemple, le chanvre, qui s'est beaucoup développé Oui. au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a des gens compétents chez nous pour ça. Bien, ils nous appellent, puis quand ils veulent essayer le chanvre, bien, on leur dit quelle variété est intéressante, quel type de sol, la fertilisation, l'écartement entre les rangs, la distance entre les grains, quand est-ce de récolter, quelle intervention faire. Oui. Imagine, là, mettons que tu es productrice agricole, puis tu veux faire du chanvre, puis je vais te voir, puis je t'aide. C'est clair. Oui. C'est ce que quand tu me dis, je l'imagine dans ma tête, la recherche que ça doit demander si tu veux faire ça par toi-même, parce que le niveau de connaissance, il est énorme. Tu peux pas tout savoir ça Non. en faisant quelques heures de recherche sur Internet. Là. Bien, peut-être avec M. Google d'aujourd'hui, là, Ça prend mais plusieurs, est-ce que c'est adapté à plusieurs mon heures. entreprise, Ouais. à ma ton région? sol. Puis est-ce qu'il y a des acheteurs? Ouais. Parce que c'est beau produire, mais il faut être capable de l'entreposer, d'avoir la qualité que le client recherche, que l'acheteur recherche. Donc, de connaître les acheteurs, de ne pas se faire, dans le fond, avoir par un acheteur agressif. C'est d'être capable de déterminer ton prix. Fait que moi, je suis un accélérateur, dans le fond. Oui. Hein? C'est sûr que je pense que les agronomes, là où on a beaucoup intervenu, c'est sur la croissance, la spécialisation des productions, l'augmentation des rendements, l'augmentation de la rentabilité, parce qu'on aide les producteurs, productrices à vouloir faire plus d'argent, à être plus heureux sur les entreprises aussi. On s'occupe de l'humain en plus. Est-ce que tu penses que les agronomes au Saguenay-Lac-Saint-Jean ont vraiment eu un rôle à jouer dans tout le processus où c'est dessiné notre paysage agricole, nos cultures, nos spécialisations? Moi, je pense qu'on a pris le rôle qu'on nous a laissé prendre. Il faut faire attention de penser qu'on a été l'élément qui a été déterminant. Je pense qu'on a fait partie de la recette. Puis c'est ça qui fait que, oui, on a pu influencer. Influencer, je vous dirais, dans un contexte de respect du décideur, parce que c'est lui le producteur qui doit prendre la décision. Fait que mon rôle à moi, c'est pas de lui dire comment faire, quoi faire, c'est de l'accompagner dans ses pratiques culturelles puis dans ses décisions quotidiennes. Fait que si on l'a bien accompagné, il a pris des bonnes décisions, bien oui, on fait partie de la recette. Qu'est-ce que tu trouves de plus beau dans l'évolution que tu as vue depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui? Je pense que c'est d'avoir conservé des entreprises à dimension humaine. Ouais. Moi, là, je suis pas mal fier de ça. Tu sais, c'est vrai que la grosse entreprise peut avoir des avantages, puis on en accompagne plusieurs, mais d'avoir une relève encore familiale, pour moi, c'est une différenciation, je pense, québécoise, canadienne de notre agriculture. Puis c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, parce que les Américains trouvent ça difficile de négocier avec le Canada. On se tient tous ensemble. On ne se lâche pas. Puis c'est ce qui fait la force, je pense, du Québec, du Canada, c'est que même si on est petit, on peut être gros, quand on est tout le monde ensemble. Ça fait que c'est peut-être le message qui, moi, comme agronome, où je suis le plus fier, c'est d'avoir collaboré à maintenir ce tissu-là de petites entreprises à dimension humaine. C'est plus facile à gérer, plus facile à transférer. Puis on a une relève formée. Wow! Moi, là, je suis impressionné de la qualité de la relève qu'on a. Elle est formée, elle est habile, elle est intelligente, elle sait s'informer. Elles sont en contact avec d'autres producteurs, ils n'hésitent pas à les voir. C'est une force. Ces gens-là, c'est l'avenir de notre agriculture. Puis je ne suis pas inquiet. On a un bel avenir avec nos jeunes. Je suis vraiment fier de la relève. J'avais raison. Les agronomes ont bel et bien joué un rôle dans la définition de notre terroir. Par leurs conseils, ils ont influencé, au cours des années, l'histoire du développement de notre agriculture. Et ce n'est pas terminé. La profession est de plus en plus présente et reconnue sur le territoire. Et ça, c'est parce que leur travail est aujourd'hui apprécié. Des 17 régions administratives du Québec, il y en a 6 qui sont identifiées comme périphériques. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en fait évidemment partie.
L'exploitation des ressources naturelles à l'origine de la mise en place de leur peuplement requiert de moins en moins de travailleurs en raison du développement technologique, de l'épuisement des ressources et des quotas d'utilisation. Bref, la région ne peut plus compter que sur l'aluminium et le bois pour se développer. Si bien qu'on reconnaît maintenant l'industrie agroalimentaire comme un puissant levier de développement économique. Et qui dit développement économique dit organisme de développement régional. Marie-Claude Gauthier a été à la table agroalimentaire de 2008 à 2018. Elle a vu passer des tendances, des entreprises, des projets. Par ses visions, elle a, elle aussi, contribué à l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est en quelle année que tu as commencé? 2008. 2008, fait que ça reste. C'est un vrai 10 ans, là. Ouais. À travailler pour une industrie, puis à changer réellement des choses dans une industrie. Pour vrai, là. Bien, c'est sûr que quand je regarde ça, des fois, quand on a le nez tout le temps dedans, on le voit plus. On s'en rend pas compte. Ouais. Mais quand on regarde ça de l'externe, on se dit, OK, il y a des... On a fait peut-être justement un changement. Puis je m'en souviens les premières fois où je suis passée dans ton bureau, là, dans les premiers mois, là, tu me disais, Nancy, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas rien que des confitures, c'est pas rien que du petit pot. Tout le monde pense que l'agroalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est du petit pot, puis il y a d'autres choses. Puis c'est drôle parce que maintenant, on n'aurait même plus besoin de se battre pour que les gens comprennent que l'agroalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est d'autres choses que des petits pots, là. Effectivement, oui, c'est vrai. Puis, mais c'est pas juste des petits pots, mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est qu'il y a une saveur, il y a un goût. Ouais. Fait que c'est important que ça se reflète dans ces produits-là. Je pense que les gens de l'industrie sont assez novateurs, sont innovants dans tous leurs procédés ou dans leur créativité. Bien, je pense qu'on pouvait en faire la démonstration, puis on a une offre qui se différencie, une offre régionale qui est à rien à envier à d'autres régions parce que, justement, la région, elle goûte pas pareil. Elle goûte le Sénat, mais elle goûte différent. C'est sûr qu'on irait dans une autre région, mais chaque région, je pense qu'elle a cet aspect-là à considérer. Le fait de tout l'aspect géographique et climatique joue un rôle important dans ces saveurs-là. Qu'est-ce que c'est la table agroalimentaire, Marie-Claude? Bien, si je pars un peu vrai, j'étais pas là à cette époque-là, on s'entend, il y a de cela 20 ans maintenant. Mais la table, elle est née d'une volonté du milieu. À quoi ça sert la table? C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de concertation. Fait que en 1996, quand il a commencé à avoir les discussions par rapport à ça, c'est que le milieu voulait avoir un lieu nous permettant d'échanger sur des enjeux qui vivaient chacun pour soi. Fait que l'UPA a été à la base de cette naissance-là de la table. Puis une naissance qui s'est faite pratiquement dans toutes les régions à cette époque-là. Fait que dans chaque région, il y a une table agroalimentaire avec une mission qui n'est pas nécessairement la même d'une région à l'autre. En quoi la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est importante pour le développement de l'industrie? L'organisme est incontournable, juste de par le fait que c'est un lieu qui est neutre, un lieu apolitique, mais c'est un lieu d'échange, où tout le monde peut venir s'asseoir, puis qu'on peut travailler ensemble. D'un matin, on ne pourrait pas envisager qu'elle ne soit pas là. Elle est nécessaire pour l'industrie. Prendre une organisation, la remettre sur les rails et réorienter ses actions afin qu'elle réponde davantage aux besoins de l'industrie, c'est un travail d'une décennie. Lentement, le concept s'est placé et c'est comme ça qu'est né le projet de la zone boréale. Un projet qui est beaucoup plus qu'un logo sur des produits. Une image de marque liée à une stratégie qui allait permettre à la région non seulement de se différencier par son caractère boréal, mais rallier tous les acteurs de l'industrie autour d'une promotion commune. On avait une table à dessin qui était très large au niveau des enjeux à essayer de résoudre, pour lesquels on était mandaté. Fait que c'est sûr qu'il a fallu revoir ces enjeux-là parce qu'on ne peut pas s'éparpiller comme on le faisait par le passé. Fait que les actions se sont définies par rapport aux compétences aussi, mais aux priorités sur lesquelles on devait se concentrer en tant qu'organisation. Fait que l'industrie a ciblé des enjeux qui étaient plus criants, mais qui relevait aussi d'une entité qui pouvait englober ces enjeux-là. Fait que c'est pour ça que
L'enjeu de promotion, l'enjeu de mise en marché ont été des enjeux sur lesquels on s'est peut-être focusé dans le travail puis qui nous a permis de faire des stratégies qui prenaient une ampleur, mais qui permettaient de mobiliser différents acteurs de cette industrie-là. L'organisation de la table, sa vocation première, c'est de desservir une industrie. Puis là, avec la zone, bien, on agrandit cette clientèle-là où ce qu'on veut atteindre, puis qui est plus complexe, puis que là, on est toujours la même équipe, là. Fait que, tu sais, c'est de voir, dire, bien, on touche également le consommateur, une population que là, on parle plus nécessairement d'un rayon de 1000 entreprises, 1500, mais on parle de consommateurs, là, c'est à n'en plus finir. Tu as la région, mais c'est les marchés nationaux, les marchés internationaux, là. Les gens se l'approprient, sont fiers. C'est un défi en soi, mais c'est une belle réalisation. Qu'une petite équipe réussisse à faire ce grand pas-là. Fait que, tu sais, c'est de dire qu'on touche à tous ces individus-là, là. À cette heure, justement, on promouvoit notre industrie ensemble et non individuellement, chacun pour soi. En 2006, l'historien Danny Côté écrivait « Durant plus d'un siècle et demi, des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, ont vécu au Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce au travail qu'ils ont patiemment effectué sur leur petit lopin de terre. Une souche arrachée, une à la fois, une poignée de grains lancés l'une après l'autre, dans des sillons jadis ouverts à la pioche ou avec une charrue rudimentaire, un veau mis au monde après l'autre, une meule produite après la précédente. Le paysage agricole et l'industrie agroalimentaire sont à l'image des gens qui y ont travaillé, qui s'y sont investis. Les premiers colons, le premier arpenteur, les agronomes comme les organismes de développement ont dessiné, chacun à leur façon, le paysage du Saguenay-Lac-Saint-Jean.